bienvenue sur la chaîne Sportive Mambo. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième vidéo. Et comme vous pouvez voir juste derrière moi, on se trouve à Amiens parce qu'aujourd'hui nous avons eu l'occasion d'interviewer un catcheur professionnel qui est probablement l'un des meilleurs catcheurs français. Bonjour Tristan, merci d'avoir accepté cette interview. Alors on va parler beaucoup de ta carrière parce qu'il faut savoir que Tristan est catcheur professionnel. Mais alors déjà, comment t'es venu cette passion pour le catch? Parce que c'est assez rare quand même. C'est pas commun, très peu de gens ont cette passion, mais en fait je me rappelle m'être réveillé un matin, je vais avoir 6-7 ans, arrivé dans le salon pour prendre mon petit déjeuner, c'était un samedi matin, et mon père était fan de catch, donc du coup il était devant la télévision, ça passait vers 7 ou 8 heures du matin sur Canal+ à l'époque, et donc j'ai vu The Undertaker, un des catcheurs les plus célèbres du monde, en faire fête son entrée. Donc c'est-à-dire que l'écran de la tête est devenu tout noir, on avait une musique mortuaire, et puis là il arrivait tout pâle, plus de pupilles, vraiment une sorte de monstre humain en fait, et ça m'a complètement scotché, et j'ai accroché depuis ce jour-là, et ça m'a jamais quitté en fait. Alors c'est marrant que tu sois fan d'Undertaker parce que c'est pas forcément le gabarit que toi tu as. Ouais. Est-ce que tu as des catcheurs éventuellement plus de ton gabarit comme Chris Benoit ou Chris Jericho par exemple? Voilà, en fait moi j'étais fan de The Undertaker, c'est lui qui m'a fait accrocher au catch, et après en grandissant j'ai accroché à d'autres catcheurs qui étaient techniquement plus que ce que j'appelais moi des catcheurs plus complets, comme Chris Benoit, Eddie Guerrero, Kurt Angle, Dean Malenko, tous ces catcheurs à peu près de mon gabarit on va dire, même s'ils sont un petit peu plus petits ou un petit peu plus grands, c'est vraiment mon style de catch, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie vraiment chez eux, c'est cette capacité à adapter leur style à leurs adversaires en fait. Et quand est-ce que tu t'es dit, voilà, moi je veux être catcheur, c'est définitif, je veux l'être? J'ai fait un premier master en ATAPS, donc tout ce qui est législation dans le sport, donc soit pour travailler dans des comités de communes, soit pour être agent sportif ou ce genre de choses, et ça m'a pas du tout plu. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise avant de réenchaîner sur un autre master ou sur une autre formation ou sur un concours ou quoi que ce soit. Donc pendant un an j'ai mis de l'argent de côté et je me suis dit que c'était le moment jamais pour moi de partir au Canada. Donc voilà, justement tu parles du Canada, tu as suivi un entraînement avec Lance Storm, ouais, ancien catcheur de la WWE et de la WCW notamment. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cet entraînement? Alors il faut savoir aussi que Lance Storm a été entraîneur à la WWE quand ils ont ouvert leur Performance Center, ça s'appelait pas comme ça à l'époque mais c'est un peu le même principe. Donc c'est à dire qu'il avait énormément de connaissances, vu que c'est un des catcheurs les plus talentueux de sa génération, et en plus dans l'entraînement aussi, puisqu'il a été, c'est lui qui a entraîné Dolph Ziggler, qui est maintenant actuellement un des catcheurs les mieux payés à WWE, qui est indispensable dans le roster. Donc quand j'en ai entendu parler pour la première fois, moi je cherchais une école où l'entraîneur était présent. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont ouvertes à travers le monde, l'école de Shawn Michaels par exemple, très connu, mais il est jamais là. Donc c'est un de ses élèves qui nous donne cours. Moi ça m'intéressait pas. Donc du coup je me suis renseigné, Lance Storm donnait les cours du premier jour jusqu'au dernier jour, et s'il manquait une journée, il décalait à la fin. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est super investi. Donc ça s'est très bien passé. Je suis arrivé sur place, il est venu me chercher à l'aéroport directement, il m'a amené dans la maison que j'avais louée au Canada, et c'était 5 jours sur 7, de 9h jusqu'à midi et demi à peu près. Les premiers mois c'était énormément de chutes pour qu'on s'habitue au choc. Voilà, donc c'était très dur. Je me rappelle, je rentrais à la maison, j'avais des nausées, des maux de crâne, des fois je restais à manger 2 heures avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Donc on avait cet entraînement catch physique le matin, plus préparation, muscu, etc. l'après-midi. Donc c'était vraiment 3 mois très intenses physiquement et mentalement, mais je pense que c'est ce qui m'a donné les billes pour pouvoir avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, tu fais ton entraînement avec Lance Storm. Quelques mois après, tu as ton premier combat, tu l'expliques dans une ancienne interview. Ouais. Novembre 2009, tu rentres dans un Royal Rumble match. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'était spécial parce qu'à la base, je devais... Voilà, le catch c'est prédéterminé, tout le monde le sait, et à la base je devais être éliminé dans les 3 premiers parce qu'on était 3 élèves, et vu qu'on était là pour aider à monter le ring, démonter le ring, c'est une sorte de remerciement, voilà, de nous mettre en avant et de nous laisser monter pour une première fois sur le ring. Et du coup j'ai enlevé mon t-shirt et le promoteur m'a regardé et m'a dit, ah non, toi tu restes jusqu'à la fin, t'as un meilleur que physique que n'importe lesquels des gars que j'embauche aujourd'hui, donc tu restes jusqu'à la fin. Donc c'est quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir, et le fait d'avoir fait un match où on est 30 sur le ring en même temps, ça libère, parce que les gens ne regardent pas que nous,
C'est-à-dire que si on rate quelque chose, si on a besoin de discuter avec quelqu'un dans le ring pour savoir s'il va bien, parce que c'est des questions qu'on pose au début quand on met un coup à quelqu'un. On met un coup, il y a un bruit, il y a un contact et tout, donc forcément quand on n'a pas l'habitude de travailler avec cette personne ou qu'on n'a pas l'habitude de travailler tout court, on se pose plein de questions. Est-ce que je lui ai fait mal? J'ai vu sa tête bouger énormément, j'ai entendu un gros son. Donc forcément dans le ring il y a cette petite appréhension de soit être mal vu par le public, soit être mal vu par la personne avec qui on travaille. Du coup j'ai pas eu du tout cette pression là et c'était vraiment quelque chose de top pour moi pour commencer. Donc on va enchaîner. Tu fais l'entraînement avec Lance Storm, premier match. Après, tu vas t'entraîner avec Joey Ryan. Ouais. Comment ça s'est fait aussi? Parce que Joey Ryan, il faut le savoir aussi, il n'a peut-être pas la même carrière qu'Lance Storm, mais très populaire aussi. Joey Ryan, c'est un des seuls catcheurs, je pense, au monde à ne pas être passé par la WWE et à pouvoir s'acheter une maison à Los Angeles, juste par le catch quoi. Donc sponsorisé par, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais sponsorisé par YouPorn. Voilà, c'est quelqu'un qui a su se servir des réseaux sociaux, des buzz internet, de tout le système qu'il y a actuellement sur le net, les fans internet et tout, pour se créer une réputation quoi. Donc j'ai passé un an en France et je voulais retourner m'entraîner quelque part. Et du coup je me suis dit pourquoi pas la Californie, parce que tant qu'à faire autant profiter du soleil. Et à la base je devais faire 3 écoles différentes. Je devais faire l'école de Rocky Romero, celle de Joey Ryan et celle de Jesse Hernandez. Donc j'ai fait celle de Joey et celle de Jesse, parce que Rocky Romero lui était parti catcher au Japon, donc du coup il n'était pas présent. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, quand le prof n'est pas là, moi ça m'intéresse pas d'être entraîné par un élève. Je veux vraiment la personne avec l'expérience. Et donc du coup j'ai été à l'école de Joey parce qu'il était juste à côté. Et je connaissais pas le personnage, et à l'époque il était beaucoup plus sérieux que ce qu'il était là. Et c'était déjà quelqu'un qui avait... c'était un des fondateurs de la PWG, faut le savoir, même si maintenant il a été un petit peu mis de côté. Voilà, c'est une des personnes qui a créé la PWG, donc il avait un site de catch qui était très indie à l'époque. Donc il avait une bonne expérience, il avait pu déjà tourner un petit peu partout aux États-Unis. Donc c'est pour ça que j'ai été m'entraîner chez Joey. Il n'était pas du tout dans la gimmick actuelle, c'est-à-dire faire tourner les gens avec son pénis ou ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a très bien compris le business et qui sait comment faire de l'argent avec le business. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est ça en étant catcheur pro, c'est réussir à vivre de ça. Et lui il le fait très aisément, donc je lui tire mon chapeau. Est-ce que toi, parce que tu parles de Joey Ryan qui arrive à vivre de ça, est-ce que toi aujourd'hui tu arrives à vivre du catch? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Déjà parce qu'on n'est pas reconnu en France, que ce soit en tant qu'intermittent du spectacle, on ne fait pas partie du ministère de la Culture, et que ce soit en tant que sportif, on ne fait pas partie du ministère des Sports. Donc déjà au niveau de la législation, on est dans un flou total. On n'a pas de considération aux yeux de l'État et on n'a pas de considération aux yeux d'aucune fédération sportive ou aucune branche de métier artistique. Donc c'est très compliqué de vivre que de ça en France. Ensuite, les dates en France sont très rares. Je suis la plupart du temps en voiture, je vais en Hollande, en Allemagne, là je vais aller catcher au Koweït. Voilà, c'est extrêmement compliqué de vivre de ça uniquement en France. Je crois que le seul pays hors États-Unis où est-ce qu'on peut vivre de ça, c'est l'Angleterre. Et parce qu'ils se tournent à 6 ou 7 dates par semaine. Donc ils ont des salaires qui sont pas très élevés, mais par la quantité ils arrivent à en vivre. Et donc du coup moi à côté j'ai un autre travail, je suis professeur des écoles dans la région, enfin dans la Somme. Mais du coup justement t'es professeur des écoles, est-ce que tes élèves peut-être savent que t'es catcheur, il n'y a pas forcément une réaction de leur part ou de la part des parents même? Alors l'année dernière ça se passait très bien, j'ai 3 ou 4 parents qui l'ont su parce que j'étais passé sur Canal+, j'ai fait un reportage sur moi et mon passage à la WWE, c'est un petit reportage clin d'œil pour parler de la WWE et aussi du seul français qui y avait été. Du coup ils m'ont repéré sur Canal+, ils sont venus m'en parler et étrangement la réaction était plutôt positive en fait, parce que j'étais habitué depuis l'enfance à avoir des réactions plutôt péjoratives liées au catch. Oui c'est du chiquet, oui c'est pas un vrai sport, oui etc. Et eux non, c'était waouh, vous avez vécu votre passion jusqu'au bout, c'est vraiment incroyable d'avoir atteint ce niveau là, etc. Donc c'est vraiment, ça m'a fait vraiment chaud au cœur et j'ai pas eu de retour négatif ou quoi que ce soit. C'était vraiment très bien. Et cette année j'ai une classe qui l'a su en CM1, CM2 qui sont très réseaux sociaux, mais vraiment très réseaux sociaux. C'est les nouvelles générations. Ils sont pas censés y accéder, mais voilà, ils sont quand même au taquet dessus. Et du coup, au bout de 2-3 semaines, ça parlait déjà, ils discutaient déjà du fait de m'avoir vu, etc. Donc j'ai nié.
J'ai nié, ça a fini par s'estomper, il m'en parle plus du tout. Bon, je pense que là, quand je vais retourner en classe avec la vidéo qui vient de sortir sur moi, je pense que je vais avoir quelques soucis avec les enfants, mais après non, il suffit de faire la part des choses et je pense que ça se passera très bien en classe. D'accord, on va revenir un petit peu sur ta carrière. Donc voilà, tu t'entraînes et puis après l'entraînement avec Joey Ryan, 5 bookings par semaine. Mais comment t'expliques ça? En fait, en Californie, il y a énormément de dates. Donc du coup, j'ai été contacté par plusieurs fédérations, mais ce qui tombait bien, c'était jamais les mêmes jours. Mais en Californie, il faut savoir qu'il y a énormément de promotions et il y a énormément de catcheurs. C'est un petit peu comme le foot en France, le catch là-bas. C'est à foison et c'est non-stop quoi. Donc du coup, même si c'était des pays ridicules, je touchais 30 ou 20 dollars par match. C'était vraiment histoire de dire qu'ils me donnaient quelque chose quoi. Je tournais énormément quand j'étais en Californie. C'était vraiment une bonne période. Donc de 2009 à 2016, tu vas un petit peu partout en Europe. Ouais. Et en 2016, la WWE te contacte pour participer au tournoi de la CWC. C'est ça. Pour les poids moyens. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment la WWE a réussi à te contacter? Alors, il faut savoir que la WWE, en fait, me suivait depuis 2014. Donc, j'avais reçu un premier mail en 2014 me demandant de venir faire un essai pour eux à Londres, à l'O2 Arena, si c'est ça, si je me trompe pas. Donc, du coup, moi, j'étais stressé. Je me suis mis un peu la pression, je me suis dit bon bah ils vont me voir, je suis pas le plus grand, je suis pas le plus gros, donc du coup je vais essayer de jouer avec mon physique. J'avais fait une sèche, j'avais été suivi par un ami à moi qui est triple champion de France de bodybuilding, Colmar, voilà, très haut niveau du body, donc j'avais fait une sèche, j'avais des veines sur les abdos, j'ai jamais été comme ça de ma vie, j'étais descendu à 85 ou 84 kilos, j'avais perdu quasiment 8 ou 9 kilos. Le problème, c'est que j'étais trop maigre à leurs yeux. Donc du coup, ils m'ont pas du tout calculé la première fois, mais vraiment pas du tout. L'année suivante, il y a de nouveau eu les essais et je les ai recontactés en leur disant voilà, cette année j'ai pas fait de sèche, je sais que l'année dernière vous m'avez pas vraiment apprécié pour mes qualités physiques et tout, mais voilà, mon état actuel, c'est mon état habituel et je suis vraiment loin du petit bonhomme tout mec que vous avez vu la dernière fois. Donc du coup, ils m'ont réinvité. Et là, ça s'est vraiment très bien passé. Je faisais 95 kilos, quelque chose comme ça. Et dès qu'il y avait un exercice, on était un nombre impair, donc du coup, je complétais à chaque fois la paire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont apprécié parce qu'ils ont vu que j'en avais dans le ventre. Et à la fin de ce deuxième essai, le responsable des recrutements est venu me voir en me disant que j'avais vraiment fait le taf et que je m'étais fait remarquer et que tout ce que j'ai fait c'était positif, que même les personnes qui étaient dans l'arène, qui observaient de loin, qui n'étaient pas autour, ne pouvaient pas le savoir, mais en tant que worker, avaient apprécié mon travail et j'étais la personne qui ressortait le plus de tout ça. Donc du coup il m'a dit que même si à l'époque il y avait déjà 2 Français sur place et donc ils n'allaient pas faire un élevage de Français, c'est les termes, je ferais un jour partie de la famille WWE. Donc je suis rentré chez moi plein d'émotions parce que voilà, c'est un rêve de gosse, même si ça ne s'était pas produit, en fait juste ces quelques mots, en fait pour moi c'était gagné. Je pouvais mourir le lendemain d'un accident de voiture, c'est bon, j'avais réalisé mon rêve de gosse, j'avais été repéré et j'avais cette promesse qu'un jour ça allait arriver. Donc je suis rentré chez moi et j'ai attendu à peu près, franchement presque 1 an et demi sans nouvelles. Ça fait un peu long. Et un jour je reçois un mail qui me dit ouais Tristan, comment vas-tu, dis-moi combien est-ce que tu pèses actuellement? Je réponds, je dis ouais 96 kilos, ça faisait 215 ou 216 lips, quelque chose comme ça. Et je leur dis ouais 216 lips. Et il me dit est-ce que tu peux être en dessous de 205 lips, 93 kilos? Et je dis bah oui, ça dépend pour quand. Il me dit juin, ça me laissait 4 mois. Et je dis oh oui, facile quoi. Il dit bah voilà, comme on t'avait dit, on veut te faire participer, on veut te faire entrer dans la famille WWE, donc voilà, là tu as une opportunité, on voudrait que tu participes à ce tournoi qui sera le plus grand tournoi jamais organisé à travers le monde avec 32 des meilleurs catcheurs de moins de 93 kilos et on veut relancer la division Cruiserweight à la télévision, etc. Donc ils m'ont lancé tout le projet et tout. Et donc du coup j'ai répondu oui. Et voilà comment ça s'est passé. Et donc tu fais un combat face à Cédric Alexander. Ouais. Tu perds le combat, mais qu'est-ce que tu retiens de ce passage? Je retiens de ce passage que c'était vraiment quelque chose, on ne s'en rend pas compte, parce que moi je travaille en Indie, c'est là que je travaille à travers l'Europe, aux États-Unis et tout,
c'est bien organisé. De toute façon, ils sont un petit peu moins bien organisés, mais c'est vraiment, oui, bah voilà, le show va commencer à 19h, essayer de venir à 16h, à 17h, il y aura un meeting, on va s'organiser, savoir qui passe quand, etc., etc., etc. La WWE, c'est pire, c'est une usine, c'est vous venez habillé à telle heure, vous venez habillé de telle façon à telle heure, de 9h jusqu'à 9h30 vous faites ça, de 9h30 jusqu'à ça, vous vous déplacez jusqu'ici, vous faites ci, vous faites ça, enfin c'est chronométré à la seconde près. Et on est encadré, on n'est pas perdu. Même si c'est la première fois que j'étais là, j'avais l'impression déjà d'être à la maison en fait. Tout ce que je faisais, il y a toujours quelqu'un pour me dire, me conseiller, m'emmener d'un endroit à un autre, etc. etc. Donc c'était vraiment une très très forte expérience professionnelle. Et après une ring, c'était du plaisir, parce que Cédric Alexander, c'est quelqu'un voilà, que je mettrais dans le groupe de Eddie Guerrero, Chris Benoit. Voilà, c'est un style de catch que j'aime beaucoup. Et ça a tout de suite cliqué, alors qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. Malheureusement, bon, on n'avait que 4 minutes, parce que c'est le format qui voulait ça. Donc 4 minutes de match, c'est très court pour pouvoir développer quelque chose de plus qualitatif. Mais je sais que si on avait eu peut-être 3 minutes de plus, le match aurait été fou. Et comme tu peux le voir, nous enregistrons la vidéo pour YouTube. Et justement, on a écrit justement Tristan Archer sur YouTube pour voir un petit peu. Et c'est vrai que la WWE a sorti un court extrait de 2 minutes du match. On a regardé un petit peu les commentaires et les commentaires sont vraiment unanimes, c'est que du positif. Est-ce que tu as ressenti toi ce soutien de la part de l'univers de la WWE, que ce soit en France ou aussi à l'étranger? Ouais, non, c'était. J'ai reçu des tonnes de messages. Je suis retourné aux États-Unis, en Californie, là, cet été. Des amis à moi qui avaient quitté le catch ou que je m'étais fait qui n'étaient pas forcément dans le catch et tout. Les larmes aux yeux en me voyant, parce qu'ils étaient fiers de moi, de mon parcours. J'ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages. Ça fait 2 ans, j'ai encore des gens qui m'en parlent. C'est juste incroyable en fait, de savoir ce soutien de tous les gens, même si j'ai perdu, hein, mais voilà, les gens sont toujours derrière. Après, il y a toujours quelques personnes qui disent c'est normal, il est français, il allait perdre, etc. etc. Après, c'est le catch, voilà, on sait très bien comment ça fonctionne. Et c'est pas vraiment le fait de perdre ou de gagner, c'est de donner aux gens ce qu'ils ont envie de voir en fait. Et je pense que dans ce match, on a donné aux gens ce qu'ils avaient envie de voir, parce qu'il y a Dave Metzler, qui est une des plus grosses critiques catch au monde. C'est-à-dire que quand il regarde un match et qu'il donne un 2 à un match, les gens vont pas aller le voir parce que c'est la personne qu'il faut écouter, a dit que le match était vraiment super bon, que j'étais un talent exceptionnel et tout. Enfin voilà, quand tu dis ça, pareil que quand on m'a dit que j'allais faire partie un jour de la famille WWE, je pouvais mourir en paix quoi. Donc non, vraiment un gros soutien partout, et pour ça je remercie tout le monde, parce que même maintenant ça continue et c'est vraiment incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui tu as encore des nouvelles de la WWE ou pas? Ouais, toujours en contact avec eux, voilà, on s'envoie des mails régulièrement. Enfin là j'ai repris contact, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, mais dernièrement j'ai catché à Paris Manga, et il y avait Christian de la WWE qui était là, et j'ai eu une longue discussion avec lui après, parce qu'il est venu à la fin du match me féliciter pour le match, alors qu'il n'avait pas fait avant, il n'était pas payé pour tout ça, donc moi ça m'a surpris, j'étais un peu dans l'émotion, parce que c'est quelqu'un dont je suis vraiment très fan, je le mets dans le même rang que Chris Benoit, etc. etc. Et il m'a dit qu'il comprenait pas pourquoi j'étais pas encore là-bas, et il m'a dit est-ce que tu as régulièrement contact avec eux, et je lui ai avoué que non en fait, c'est pas une habitude qu'on a nous en France de donner des nouvelles, surtout si on travaille pas pour eux. Et il m'a dit non, il faut que tu continues à envoyer des messages, montre-leur que tu as envie d'être là-bas, etc. etc. Je fais j'ai envie, c'est sûr, c'est mon rêve. Je fais il n'y a que ça que je veux faire dans la vie en vrai. Et donc du coup il m'a dit non, n'hésite pas à reprendre contact. J'ai repris contact, la réponse a été je sais pas, 1 heure après il m'a répondu. Et il m'a dit non mais tu devrais le faire depuis longtemps, vraiment merci d'avoir repris contact parce que nous on attend que ça, etc. etc. Donc c'est encore positif pour moi, et on verra ce que ça donne. Je me fais pas de film, pas d'illusion. C'est un produit coté en bourse, donc faut qu'il y ait un intérêt à avoir un français chez eux. Actuellement il n'y a plus de français chez eux, juste parce que le marché français est plus intéressant économiquement parlant, donc forcément pour l'instant il laisse de côté un petit peu la France, mais voilà, si demain ça reprend, si dans un an ça reprend, il faut que je sois prêt, parce que ça sera certainement mon tour de partir brillant en tant que français là-bas. Est-ce qu'il y a peut-être une autre fédération qui t'intéresse, pourquoi pas le circuit indépendant ou... hormis la WWE bien sûr. Après la Ring of Honor pourrait m'intéresser, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font de ring. La TNA j'avais décroché, complètement décroché.
Le côté, le ring à 6 côtés, c'était pas mon truc. La façon dont les matchs étaient montés, c'était pas mon truc. Ce qui produisait une ring, c'était pas mon truc. Apparemment, ça a changé. Je vois des têtes que j'avais pas vues avant, des nouveaux catcheurs, le ring est de nouveau à 4 côtés, donc faut que je me réintéresse au produit. Après, il y a la NJPW au Japon, qui est aussi une autre façon de catcher, que je trouve ça très intéressante aussi. Pas du tout le Mexique par contre. C'est un truc qui m'a jamais intéressé. C'est pas mon style de catch déjà. Je suis pas dans tout ce style aérien. Et il y a beaucoup de choses qui me déplaisent. La façon de courir dans les cordes. C'est un carré, donc on court au milieu. Ça repasse au-dessus de la tête. On travaille la jambe d'un des catcheurs, d'un luchador pendant 20 minutes. Et il va quand même faire un double salto arrière. Alors que si on vient de passer 20 minutes à se prendre des coups sur la jambe, elle est plus censée être active. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui me dérangent un peu dans le style mexicain. C'est très joli à voir, c'est très impressionnant, mais c'est pas ce qui me correspond du tout. Donc là tu as parlé du catch mexicain, nous on va rebondir sur le catch français. Que penses-tu aujourd'hui du catch français? Le catch français, il y a de bonnes choses. À un moment donné, c'était un peu dans le creux, on va pas se mentir. Beaucoup de personnes avaient profité du fait que le catch en France était redevenu à la mode pour se lancer. Donc on voyait beaucoup de catcheurs, moi j'appelle ça des catcheurs Quechua, c'est-à-dire qu'ils portaient des t-shirts D4 ou ce genre de choses, et c'est pas représentatif du métier. Le problème c'est que les gens, le grand public vient au show, paye un ticket et ils voient ça. Donc ils se disent aux États-Unis ils sont tous torse nu, en slip, ils sont super musclés, ils font des choses super impressionnantes, et puis en France ils sont pas musclés, ils sont en t-shirt Quechua, ça se voit que c'est mal fait, il n'y a pas de jeu de lumière, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc forcément ça laisse des images très très négatives, très péjoratives du catch français au grand public. Mais actuellement, après voilà, peut-être que je vois moins les choses qui sont négatives, mais tout ce que je vois actuellement en France, que ce soit à la PCA, la CWA, la FFCP, à la West Catch, enfin toutes ces fédérations qui essaient de produire quelque chose de beaucoup plus intéressant, je trouve qu'il y a un réel gain, un gain en qualité. Il y a des nouveaux catcheurs qui sont très investis, qui achètent des tenues, qui vont au gym, que j'ai coaché parce que j'ai un PPJ, donc du coup j'aurais fait des programmes de musculation et tout. Et voilà, c'est des gens qui sont investis et ça redonne une image qui est quand même beaucoup plus positive que l'image qu'on avait encore il y a 5-6 ans, quoi. Aujourd'hui, il y a cependant toujours des critiques. On dit que le catch c'est du fake, c'est que du faux. Qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui disent ça? C'est facile de donner un point de vue sur quelque chose qu'on n'a pas essayé. Enfin, c'est bête, moi je l'avais quand j'étais plus jeune. Ouais, le ping-pong c'est pas un vrai sport, on est autour d'une table, on tape avec une raquette. J'ai essayé au STAPS, je me suis inscrit dans un club de ping-pong, j'en ai pas fait longtemps, j'en ai fait 6 mois, c'était vraiment parce qu'au STAPS ça m'avait plu et je trouvais ça vraiment beaucoup plus physique que ça en avait l'air. Et effectivement, quand on va dans un club de ping-pong, on ressort, on a transpiré, on n'est pas bien, on a mal aux jambes, on a mal au bras. Enfin, il faut venir essayer le catch avant de dire c'est du chiquet, c'est truqué. C'est une discipline à part entière, c'est un sport à part entière, on prend des chocs, on prend des chutes, on donne des coups, on reçoit des coups. Et en plus de tout ça, on doit être capable de lire le comportement de l'adversaire, puisque les gens pensent que le catch est scripté de A à Z. Sauf que quand je catch contre un japonais qui parle pas un mot d'anglais ou pas un mot de français, enfin si, il en connaissait un, il disait body slam. Body slam, c'est une seule prise dans le catch. C'est une où est-ce qu'il m'enfourche et qu'il me met au sol. À un moment donné, pendant le match, il m'attrape, il me lance dans les cordes, il me crie body slam. Moi je pense qu'il va m'attraper et qu'il va me lancer. Non, il tend son bras. Faut savoir que c'était Daisuke Sakimoto, et je crois que c'est le catcheur japonais le plus gros plus musclé de la planète, je crois. Enfin, il fait 130 kg, donc son bras il doit faire 25 kg, un truc comme ça. Un mur. J'ai pris un mur. Moi j'étais parti à pleine vitesse parce que je pensais vraiment qu'il allait m'attraper et me lancer. Ça m'a fait spécial. Le catch c'est codifié. C'est comme un peu les prises au judo. Si un judoka met sa main sur ma hanche et sur mon épaule, je sais quelle prise va faire, donc je vais le contrer. Au catch, si je mets ma main sur sa hanche et ma main sur son épaule, il sait quelle prise va arriver, donc lui va se mettre dans une bonne position pour tomber réellement à plat sur les planches. Parce que comme c'est des planches de bois, s'il tombe de travers, forcément, il risque d'avoir des séquelles pour sa colonne vertébrale. Donc du coup, lui, son travail, ça va être de se positionner correctement. Et le catch, c'est un travail à deux, c'est-à-dire que moi, je vais lire ce qu'il va faire et lui, il va lire ce que je vais faire. On ne peut pas apprendre 15 minutes de combat par cœur. Je vais courir dans cette direction, tu vas tendre le bras, je vais passer en dessous, tu vas te retourner, je vais te mettre un coup de pied dans le ventre, je vais te mettre 3 coups de poing, je vais te lancer dans les corps. 15 minutes comme ça, c'est
impossible, réellement. Je peux mettre au défi n'importe quelle personne sur YouTube, n'importe quelle personne, n'importe où, de retenir 15 minutes de match par cœur sans se tromper. Et en plus, le truc, c'est que j'ai croisé les catcheurs qui ont essayé de faire ça, d'apprendre 15 minutes de match par cœur. À partir du moment où ils se trompent, où il y a un oubli, ben, il y a deux personnes qui se tournent autour dans le ring qui savent plus quoi faire. Le catch, c'est un travail à deux, c'est un travail de lecture, de codification, c'est très codé. Et c'est ce qui fait la beauté du catch aussi, parce que quand on part sur quelque chose et qu'on voit que les gens ne réagissent pas, quand on est réellement catcheur, on est capable de tout modifier pour réattraper le public, en fait, remettre le public dedans. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'on commence en étant soi-disant le méchant, que les gens commencent à nous applaudir. Mais du coup, ben, on s'était dit, ouais, je vais être le méchant, toi tu vas être le gentil, on va faire comme ci, on va faire comme ça, je vais aller chercher les gens, toi tu vas plutôt les insulter et tout. Et ben, pendant le match, ça va changer pour coller à ce que les gens attendent. Et c'est ça être vraiment catcheur. Donc, chiquer, vu les bleus, vu les séquelles, vu les blessures, vu des décès, il y a eu des commotions cérébrales. Christian qui était à la WWE, il a tout d'arrêter sa carrière parce qu'il a fait, je crois, 4 ou 5 commotions cérébrales, avec la prochaine, ben voilà, ça aurait complètement, comment on dit, enfin, il y a eu tellement de dégâts dans son cerveau qu'il aurait fini comme tous les footballeurs américains à une époque, avec des énormes problèmes de santé, des crises de folie, ce genre de choses. Et chorégraphier, enfin, moi personnellement, je peux pas appeler ça une chorégraphie. Codifier, c'est le terme, je pense, le plus approprié pour le catch, c'est codifier. C'est une improvisation codifiée. Toi ça va, t'as eu de la chance, tu t'es jamais blessé ou quoi que ce soit? Si. T'as eu une blessure? J'en ai eu plusieurs, des petites, j'ai eu une entorse du pouce, mais j'ai catché avec mon plâtre, je me suis entraîné avec mon plâtre aussi. Quand le docteur est venu me poser le plâtre, en fait, il m'a dit qu'il serait sec dans 15 minutes, donc du coup j'ai trouvé un rebord et j'ai appuyé dessus pour faire une gouttière, donc du coup j'ai pu m'entraîner, j'ai pu aller catcher. J'ai eu, je vais plus me rappeler du nom, mais en fait j'ai un adducteur qui s'est complètement arraché. C'est-à-dire qu'il est complètement sorti de, enfin il s'est désinséré au niveau de l'os, donc il est venu se réinsérer dans un adducteur juste en dessous, parce qu'il n'y avait pas d'opération à faire et qu'apparemment c'était quelque chose qui était réparable de cette façon, donc j'ai laissé faire les choses. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme blessure? J'ai eu des entorses aux chevilles, des cocards, enfin ça c'est des petites choses, mais ouais, grosse blessure c'était celle-ci. Et j'ai eu une paralysie aussi temporaire du bras droit suite à une chute sur les cervicales en fait. J'ai eu un déplacement cervical qui est venu pincer le nerf, mais pas le jour même, le lendemain. Et à cause des chocs, je commence à faire de l'arthrose. Donc du coup le chemin qui permet au nerf en C4 et C5, celui qui vient innerver le bras droit, c'est bloqué. Pendant 2 minutes, j'étais complètement paralysé. Je sentais plus mon bras, je pouvais plus le bouger, rien du tout. C'est revenu 2 minutes après, comme un coup de jus dans le cou en fait. Pendant 3 mois, comme si on me versait un liquide extrêmement chaud dans le bras, perte de force, perte de tonus musculaire, perte de volume musculaire. Bon, ça ne va pas m'empêcher de catcher, parce que j'ai continué à catcher dans ces conditions, parce que j'avais accepté des bookings et que pour moi c'était pas possible de les annuler. Et donc j'ai fait avec, j'ai géré avec, mais ça a été une période très difficile. Donc là on le voit, les blessures sont assez courantes quand même dans le catch. Et quel entraînement tu suis? Que ce soit à la musculation ou au catch aussi, parce qu'il faut quand même prévenir qu'il faut absolument pas faire ça chez vous. C'est très dangereux, malheureusement il y en a qui aujourd'hui s'essayent au catch dans leur chambre ou quoi que ce soit. C'est bien aussi de le dire que voilà, il y a un entraînement derrière. Et du coup, combien t'entraînes-tu par semaine? Alors du coup c'est bien de parler des gens qui font ça chez eux, quand il y a eu le vrai boom. Catch en France quand ça passait à 20h, etc. Je crois qu'il y a eu 32 cas de paralysie dans des enfants de 6 à 12 ans parce qu'ils voulaient en faire à la maison, donc du coup 32 enfants quand même, c'est un nombre qui pour moi est fou. Juste parce que ils n'ont pas écouté les précautions, juste parce qu'il n'y a pas eu assez de prévention autour du catch. Donc oui, effectivement il faut un vrai entraînement. Moi malheureusement au niveau catch je peux plus trop m'entraîner puisque j'ai pas de ring à disposition, mais je fais énormément de renforcement musculaire, je m'entraîne à la lutte, je vais en musculation 5 fois par semaine, la lutte 8 fois par
par semaine, étirement, gainage, voilà. Et puis tout ce qui est in-ring, je profite avant les shows, parce que le ring est déjà monté plusieurs heures avant, pour revoir tous mes basiques, c'est-à-dire courir dans les cordes, prendre mes chutes, si j'ai des nouveaux mouvements que j'ai vus ou que je veux essayer, eh ben, j'en profite à ce moment-là pour le faire. Alors, tu es assez jeune, tu as 32 ans, il me semble. Mais est-ce que déjà tu penses à la retraite, éventuellement un jour où tu te diras, voilà, j'ai fini un âge, je vais prendre ma retraite maintenant? Alors, si je retourne pas à WWE, je me suis dit peut-être 36, 37 ans, parce que j'ai envie de finir ma vie, être capable de marcher et d'emmener mon fils ou mon petit-fils en promenade, ce genre de choses. Bon, même si j'ai pas d'enfant actuellement, mais voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et beaucoup de catcheurs continuent très tard et se retrouvent à 50 ans avec des béquilles, avec des problèmes de genoux, des problèmes de dos, ce genre de choses. Et j'ai déjà le corps qui commence à être un petit peu fragilisé, un peu fatigué. 36-37 ans si je continue à travailler en Europe et en France. Après, voilà, si je pars à la WWE, si je suis signé, aussi longtemps qu'ils auront besoin de moi. Voilà, tout simplement parce qu'il y a un contrat, parce qu'il y a une sécurité, parce que si je suis blessé, je suis pris en charge. Si je suis pris en charge, forcément j'aurai un meilleur traitement que si j'étais en France, parce que je cotiserais pour la retraite, alors que là, voilà, je cotise pas pour la retraite. Enfin, c'est deux mondes complètement différents. Donc du coup, ouais, si WWE possible, ça sera jusqu'à temps qu'ils me disent au revoir. Et le plus tard possible, espérons. Mais si, admettons, tu rejoins la WWE, c'est un planning très chargé, c'est plus de 300 jours par an sur les routes, ça te fait pas un petit peu peur? Parce qu'il y a beaucoup de blessures. Ouais, il y a beaucoup de blessures, mais c'est aussi beaucoup de plaisir, je pense, parce que c'est un peu une vie de rockstar en fait. Même si c'est pas de la musique ou quoi que ce soit, c'est l'avion, de la route, performer, voir les gens, discuter avec les gens, partager avec les gens. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours motivé. Après, je l'ai jamais vécu, donc je peux pas savoir si c'est quelque chose qui me plairait réellement. Mais sur le papier, non, je dis tout de suite, 300 jours, ça me dérange pas du tout. Pas du tout? Ah non. Parce que c'est beaucoup plus de risque de blessure, Ouais. Après, on n'est pas dans les mêmes conditions. Quand je finis un show Lindy, je prends ma douche, je rentre chez moi, je prends la voiture. Quand on finit un show à WWE, je prends ma douche, il y a le médecin qui est là, on rentre dans une baignoire d'eau froide, enfin voilà, il y a un kiné, il y a un masseur, il y a un truc, le moindre petite douleur, boum, on est checké. Moi, si j'ai une moindre petite douleur, il faut que je prenne ma voiture, que je rentre jusqu'à chez moi, que je retourne à l'hôpital, etc. Enfin, il n'y a pas le même suivi. Il y a des catcheurs comme The Miz qui est là depuis, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il catch non-stop, peut-être 10 ans, je crois, 12 ans, zéro blessure. Il s'est pas arrêté une seule fois pour blessure. Il s'est arrêté pour les tournages de films, et voilà, mais bon, il faisait ses cascades tout seul, donc forcément, il y a le même risque que s'il était sur un WWE. Zéro blessure. Il y a énormément de catcheurs qui ont zéro blessure. C'est très rare quand même que ça arrive. Je sais, il y a The Miz, Chris Jericho aussi, j'ai entendu qu'il jamais suivi de blessure. Rob Van Damme, même lui, c'est parce qu'il est élastique. C'est impressionnant, je pense qu'il se blessera jamais de sa vie, même s'il a un accident de voiture, c'est capable d'en ressortir sans rien. Pourtant, il a catché à la ECW quand même, c'est... Et il est vraiment élastique, ce mec, c'est impressionnant. Et ouais, non, très peu de catchers. Après, il y en a, comme John Cena, c'est très compréhensible qu'il soit blessé, parce qu'en plus d'avoir cet emploi du temps hyper chargé, ça a été le visage de la WWE. C'est-à-dire que le matin, il se levait à 8h pour aller faire des interviews. À 9h, il enchaînait sur une autre chaîne. À 10h, il était sur une radio. À 11h, il faisait un Make-A-Wish. À 14h, il faisait je sais pas quoi. 15h, il faisait encore un autre truc. Il arrivait à 16h sur le lieu du show. Il devait préparer son show, ses speeches, parce qu'il passe non-stop. Il a beaucoup de segments micro, il fait des matchs et tout. Et le soir même, il enchaînait avec encore autre chose. Il reprenait un avion, c'était le premier à partir. Il avait fait encore 2 nuits d'hôtel, etc., etc. Donc lui, oui, effectivement, il a un peu de temps extrêmement chargé. Après, les catcheurs plus lambda, on va dire, c'est chargé, mais si on se repose bien, si on s'organise bien, je pense qu'il y a moyen de ne pas se blesser très gravement. Pour finir avec cette interview, quels sont tes objectifs pour 2018 ? 2018, j'ai plusieurs dates qui me mettent en joie. Je vais retourner en Angleterre, je vais aller au Koweït, je dois aller catcher à Chypre aussi, peut-être la Grèce. Donc voilà, c'est des pays que j'ai pas encore visités pour le catch. J'ai déjà fait 2
moi-même en vacances, mais pour le catch c'est encore autre chose. Si je peux retourner à la WWE, je retourne à la WWE, il n'y a aucun problème, hein, ils peuvent m'accueillir comme ils veulent. Et j'ai 2-3 autres projets à voir si ça va se concrétiser ou pas, dont un en France. Je peux pas trop en parler pour l'instant, mais si ça se fait, ça pourrait être vraiment quelque chose d'exceptionnel pour le territoire. Et non, récupérer encore un maximum de titres. Voilà, j'ai un match de championnat encore en Allemagne, dans 2 semaines. Donc pourquoi pas une ceinture de plus et continuer à faire parler du catch français à l'étranger. On n'est pas beaucoup à le faire. On n'est pas beaucoup à le faire de façon positive. Il faut savoir que quand j'ai commencé, il y avait une image extrêmement négative des catcheurs français. On n'avait pas un seul retour positif. C'était extrêmement difficile pour moi de créer des contacts et tout. Et avec 2 autres catcheurs, Peter Fischer et Lucas Di Leo, on a réussi à ouvrir une porte. Et en ce moment, là, il y a beaucoup plus de Français qui arrivent à travailler à l'étranger grâce à ça. Et ça me fait plaisir. Donc autant continuer là-dessus et autant envahir toute l'Europe avec des catcheurs français. Merci beaucoup Tristan Archer pour cette interview. Merci. Et nous on va se retrouver très prochainement pour une prochaine interview.